First, I really would thank you, Dr. Salim Al-Malik. You have given me a very warm welcome, and you have showed me in 10 minutes that frankness and friendship can go together very well, and it's a very nice lesson. Monsieur Mohamed Zine Labidine, vous êtes de ces gens dont on comprend après 5 minutes qu'on peut devenir de très grands amis. Donc faites attention, vous risquez de devenir mon grand ami. Monsieur le vice-directeur général, Abdelila Ben Arafa, Sanel Raouti, merci pour l'invitation. C'est très gentil. Bon, je crois que je vais donner cette conférence quand même en français. Très courageusement, je vais la commencer en arabe. هذا شيء غريب أن يعطي مواطن مغربي في عاصمة المغرب مناظرة باللغة الفرنسية. شيء غريب سببه بسيط. أنا قريت في المدرسة الفرنسية. Et je n'ai appris l'arabe qu'à l'âge de 18 ans, quand je suis allé à Paris. Pourquoi? En arrivant à Paris, je rencontre j'étais admis à l'école des ponts et chaussées, et je rencontre quelqu'un qui s'appelle Issam Shahrour, qui est un Palestinien, qui est devenu un grand professeur en France, mais à l'époque c'était un jeune comme moi, et qui était donc, c'était le premier jour à l'école des ponts et chaussées. Il s'approche de moi, il me dit « Ah, Fouad, il se met à me parler en arabe. » Moi je lui dis « Pardon, je ne comprends pas ce que tu me dis. » Il me dit « Comment ça? Anta Maghribi ?» Je lui dis « Oui », comme si c'était une accusation avec le doigt comme ça. « Et comment se fait-il que tu ne parles pas arabe ?» Alors là, j'ai compris qu'il avait raison, que c'est moi qui avais tort. C'est là que je me suis mis à apprendre l'arabe. Mais c'est une langue très belle. Monsieur le directeur général est un maître dans l'usage de la langue arabe. Je crois que je vais avoir besoin de quelques siècles avant d'arriver à son niveau. Mais je ne désespère pas. Un jour viendra où je pourrai donner une conférence en langue arabe. Alors, je passe maintenant à la conférence proprement dite, qui sera, je l'espère, plutôt un échange qu'une conférence. Il s'agit de ce livre qui s'appelle « Plaidoyer pour les Arabes ». Pourquoi ai-je écrit ce livre? Pour deux raisons. D'abord, ayant vécu très longtemps en Europe, petit à petit, je me suis senti de plus en plus mal à l'aise, en ce sens que je vivais dans un continent, l'Europe, qui se donne pour le continent de l'ouverture, de la liberté d'expression, de la curiosité intellectuelle, et qui semble n'avoir jamais découvert les Arabes. Et en même temps, il y avait des Arabes, certains, qui donnaient aussi une mauvaise image. Je reviendrai tout à l'heure sur la question du mot arabe, parce que ce n'est pas simplement quelque chose d'ethnique, hein, on va revenir là-dessus. En même temps, il y a un petit frémissement. Par exemple, en France, on commence à se demander s'il ne faudrait pas enseigner la langue arabe au lycée et à l'école. Alors tout de suite, tous les gens d'extrême droite disent non, c'est pas possible, etc. Parce que c'est... Bon, entre ce petit frémissement, je me suis dit, il faut vraiment, c'est le moment d'expliquer pourquoi il est très important. Et c'est ça, en fait, le but de ce livre, vraiment. C'est d'essayer de convaincre, en Europe, les gens qui font les programmes universitaires. Essayer de les convaincre qu'il faut intégrer ce qu'on appelle les sciences arabes et la philosophie arabe, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, dans l'enseignement. Parce que, pour 1000 raisons, et c'est vraiment l'objet de ce livre, si jamais un jour on s'aperçoit que les programmes d'enseignement en Europe ont changé et que lorsqu'on parle de Newton, on parle aussi d'Ibn Haytham, quand on parle de Harvey, on parle d'Ibn Nafis, quand on parle de Léonard de Vinci, on parle d'Ibn Firnas, ce jour-là, réellement, on aura accompli quelque chose. C'est donc le but de ce livre. Alors, maintenant, le titre « Plaidoyer pour les Arabes » a posé quelques problèmes depuis que ce livre est paru. Beaucoup de gens me disent « c'est curieux, le mot arabe ». Mais d'abord, je vais vous raconter une anecdote extraordinaire. Quand ce livre est arrivé à l'état de manuscrit chez l'éditeur,
je ne vais pas nommer l'éditeur, le premier éditeur. Dans le comité de lecture, vous savez comment ça se passe, il y a un comité de lecture qui regarde le manuscrit et qui donne son avis. Alors, le comité de lecture était unanime. Il faut publier ce livre. Mais 2 personnes dans le comité de lecture ont dit qu'il faut changer le titre. Pourquoi? Parce que, disent-ils, si vous mettez un livre où il y a le mot arabe dessus, certainement plaidoyer pour les arabes dans des librairies françaises, les gens vont croire que c'est un plaidoyer pour le terrorisme. Alors là, quand on m'a dit cela, j'ai dit raison de plus pour ne pas changer le titre, justement. Ne pas changer le titre, parce que si on est arrivé à cette situation incroyable, où même le mot arabe a une connotation aussi négative, alors il faut ce livre et ce genre de livre, et il faut continuer à utiliser ce mot. Cela dit, d'autres gens me disent, mais en fait, tu parles des Arabes, mais en fait, ce ne sont pas tous des Arabes. Bien entendu. Ça me rappelle une anecdote, j'ai raconté tout à l'heure, monsieur le directeur général et aux autres. C'était à Paris, il y a je crois une dizaine d'années, l'Institut du monde arabe avait organisé une grande exposition qui s'appelait l'âge d'or des sciences arabes. Et donc je suis allé à Paris ce jour-là pour faire la queue, pour acheter mon ticket, pour entrer à l'exposition. Et sur la gauche, il y avait un groupe de manifestants. Des gens qui agitaient des pancartes et qui criaient et tout. J'étais intrigué, donc je suis allé les voir. Je leur ai dit, mais qui êtes-vous et pourquoi vous protestez? Ils m'ont dit, ça s'appelle l'âge d'or des sciences arabes. En fait, ce sont tous des Perses. Je leur ai dit, mais où est le problème? En fait, je ne leur ai rien dit du tout. J'ai dit ça et je suis parti parce qu'on ne peut pas discuter comme ça dans la colère. Mais bien entendu, tout le monde sait qu'Ibn Sina était persan. Tout le monde sait que le Farabi était plus ou moins turc. Tout le monde sait, tout ça c'est connu. Donc quand on parle en réalité du siècle, des 4 siècles de la science et de la philosophie arabe, on intègre énormément de gens différents, de religions différentes. Il y avait bien sûr des musulmans, il y avait aussi des chrétiens, il y avait des juifs, il y avait des sabéens. On intègre des ethnies différentes, on intègre... Alors, ce qui fait finalement le ciment de tout cela, c'est que ces gens-là écrivaient en langue arabe et se comprenaient grâce à cela. D'abord à Damas, ce qu'on appelle le royaume arabe de Damas, puis à partir de l'an 750, dans ce qu'on appelle l'empire islamique, dont la capitale était Bagdad. Si on voulait définir les Arabes, chacun peut avoir sa définition, mais moi j'aime bien celle du poète palestinien Jabra Ibrahim Jabra, qui disait « Quiconque s'exprime en arabe et se sent arabe, eh bien il est arabe ». Bon, très bien, c'est une question de choix. Et maintenant, je voudrais signaler quelque chose de très étonnant sur la façon dont les Arabes, alors encore une fois, il s'agit de tout le monde arabo-musulman, hein, comment ces gens-là ont été vus à travers les siècles. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé de très étonnant, et j'ai essayé de trouver la solution. Je pense avoir 2 idées là-dessus. Je ne sais pas s'ils sont exacts, on peut en discuter. Parce qu'on est passé d'un siècle, le XVIIe siècle par exemple, où il y avait en Europe beaucoup d'admiration pour le monde arabe, vraiment beaucoup d'admiration, à un siècle, le XIXe siècle, je crois que tu as cité Renan, où on est passé à l'inverse, c'est-à-dire il y a eu une espèce de mépris, d'exécration des Arabes. Pourquoi est-ce qu'on est passé d'un siècle où il y avait énormément d'admiration pour la culture arabo-musulmane, si on veut, à un siècle? Alors, je vais vous donner un exemple. Quand j'habitais en Angleterre, il y avait un journaliste qui s'appelait Kilroy Silk, qui avait écrit un article dans le Sunday Times, je crois, et le titre de l'article résumait tout, en anglais, « We owe Arabs nothing ». We owe Arabs nothing. Nous ne devons rien aux Arabes. Kilroy Silk était journaliste à la BBC. Et la BBC l'a renvoyé. Mais la BBC ne l'a pas renvoyé parce qu'il avait écrit cela de façon insultante. We owe Arabs nothing. C'est parce que la BBC considère que ces journalistes doivent être cultivés. Et que des gens
ont approché la direction de la BBC et ont expliqué qu'en fait, we owe Arabs a lot. Et qu'en fait, le problème de Kilroy Silk, c'est qu'il avait dit une erreur. Il avait fait une erreur. Il avait dit quelque chose qui n'était pas vrai. Par la suite, il avait dit j'aurais dû employer un temps différent, l'imparfait. Dans mon livre, je donne énormément d'exemples d'ignorance des Arabes. C'est vraiment impressionnant. Par exemple, l'agrégation de sociologie, il y avait Raymond Aron, très grand nom de la pensée française, et il y avait un autre grand penseur français, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui s'appelle René Etiamble, qui avait dit à Raymond Aron, il faut introduire Ibn Khaldoun dans le programme d'agrégation de sociologie. Et Raymond Aron lui dit qui? Il dit il faut introduire Ibn Khaldoun. Et en fait, Raymond Aron semblait ne même pas savoir qui était Ibn Khaldoun. Et je donne une série d'exemples assez extraordinaires. Raymond Aron, Alain Touraine, Duvigneau, tous ces gens-là semblent n'avoir jamais entendu parler d'Ibn Khaldoun. C'est vraiment stupéfiant. Et ce sont des gens qui sont donc docteurs honoris causa de 15, 16, 17 universités, qui sont des professeurs de sociologie ou d'histoire, et qui semblent n'avoir jamais entendu parler d'Ibn Khaldoun. C'est quand même fascinant quand on y pense, parce que ces gens-là estiment que eux représentent la culture universelle. C'est-à-dire pour eux, ils ne représentent pas l'Europe. C'est la pensée universelle. Ils ne mettent pas Ibn Khaldoun dedans. Et, alors, le plus beau, si j'ose dire, c'est David Jones. Là, je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce que j'ai découvert là-dessus. Alors, David Jones. Un jour, j'ai emprunté à la bibliothèque de mon université un petit livre dont le titre est « The Arab World », le monde arabe. Bon, c'est clair. Écrit par un certain David Jones. Je donne les noms et les titres pour que chacun puisse vérifier que je n'invente rien. Donc, vous allez rechercher David Jones, The Arab World. Et on nous dit que ce monsieur, qu'il a beaucoup voyagé en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, bon, on se dit, c'est bien, il sait de quoi il parle. Et on commence à lire. Et voilà ce qu'on lit, page 29. Bon, je traduis de l'anglais. Hein. Le plus fameux voyageur du monde arabe était un Marocain du nom d'Ibn Khaldoun. Ça doit d'ailleurs te déplaire qu'on appelle Ibn Khaldoun marocain, toi qui es tunisien. Alors, voyageur, attention, hein. Il s'embarqua dans une exploration de la côte de l'Afrique du Nord et séjourna une année ou deux dans les villes les plus importantes, y prenant femme dans chacune avant de l'abandonner, ce sont des Arabes, pour aller plus loin, passant de job en job. Il utilise vraiment le mot job. Alors, on ne sait pas s'il faut en rire ou en pleurer. David Jones, dont on apprend avec consternation qu'il est lecturer, professeur adjoint si on veut, dans la fameuse School of Oriental and African Studies de Londres, l'école où Bernard Lewis avait fait ses études. Donc, David Jones confond Ibn Khaldoun et Ibn Battuta, pour commencer. Déjà, ça commence bien, mais ce n'est que le début. Ibn Khaldoun étant un penseur d'envergure mondiale, et Ibn Battuta un explorateur. C'est comme si un professeur d'université spécialiste de l'Italie confondait Machiavel et Marco Polo. C'est la même chose. Ce sont des Italiens. Quant aux détails croustillants, y prenant femme dans chaque ville avant de l'abandonner pour aller plus loin, attribuer ça à Ibn Khaldoun, c'est un peu comme si on l'attribuait à Emmanuel Kant, ou quelque chose comme ça. L'effet comique est garanti. Et l'auteur de conclure, parfois Ibn Khaldoun est considéré comme le fondateur de la géographie moderne. Là, on est vraiment interloqué. On éprouve un sentiment quand même fugace de gratitude envers David Jones, puisqu'il admet, lui, à la différence de toutes les sommités qu'on a vues tout à l'heure, que le dit Ibn Khaldoun a peut-être inventé quelque chose. Mais la géographie. Et alors on s'aperçoit que David Jones confond maintenant Ibn Khaldoun avec l'Idrissi. Donc,
Ayant abandonné Ibn Battuta probablement dans les bras d'une femme, il confond maintenant le grand savant avec le géographe l'Idrissi, qui fut également botaniste et médecin comme vous, monsieur le directeur général. L'Idrissi est l'auteur, on le sait, d'une des premières cartes géographiques du monde, ainsi que du livre de Roger. Mais enfin, s'il a fondé la géographie, il l'a fondée 2 siècles avant la naissance d'Ibn Khaldoun. Donc c'est une sorte de plagiat par anticipation. Et la sociologie de l'histoire. Alors on continue, je suis toujours en train de lire le livre de David Jones. Voilà qu'apparaissent, page 31, le fameux cycle des dynasties. Et la Asabia. Ah, on se dit maintenant, il sait de quoi il parle. L'auteur est enfin retombé sur ses pieds, on va lui pardonner ses erreurs, puisqu'il parle de la Asabia. Pas du tout. Vous savez à qui il attribue le cycle des dynasties et la Asabia? Tenez-vous bien, vous êtes tous assis. Il l'attribue à Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Alors, Khalid bin Walid, vous savez, c'est ce guerrier qui a vécu au 8e siècle, qui était un compagnon du prophète de l'islam, admiré pour ses prouesses militaires, victorieux plusieurs fois contre l'Empire byzantin, l'Empire sassanide, conquérant de la Syrie et de la Perse. Mais Khalid bin Walid, à moins que je me trompe, n'est pas particulièrement connu pour la profondeur de sa pensée. Lui attribuer celle d'Ibn Khaldoun revient à attribuer les réflexions sur l'histoire de Hegel au chevalier Bayard. On dira peut-être que Khaldoun, l'erreur est vite faite. Oui, on peut effectivement confondre Proust et Prost, le coureur automobile. Mais il n'est pas sûr, en revanche, qu'on puisse ainsi décrocher un poste de professeur de littérature. Maintenant, quant à ceux qui seraient étonnés par le son acerbe de mon compte-rendu du livre de David Jones, je vais vous en lire, traduction, les toutes premières lignes. Première ligne. À Londres, ou dans n'importe quelle ville d'Angleterre, si l'on voit quelqu'un courir dans les rues en tirant un coup de revolver sur les gens, on peut être sûr que c'est un gangster ou un fou. Mais dans le monde arabe, il peut s'agir d'un homme tout à fait ordinaire, préoccupé du bien-être de sa famille et qui essaie simplement de résoudre certains problèmes. Ça, c'est le début du livre. Alors, ayant passé une bonne partie de ma vie dans le monde arabe, je ne me souviens pas d'avoir vu un citoyen ordinaire se précipiter dans la rue, l'arme au poing, pour résoudre certains problèmes. Je me souviens en revanche d'avoir lu dans le second manifeste du surréalisme de Breton la phrase bien connue « L'acte surréaliste le plus simple consiste, revolver au poing, à descendre dans la rue et à tirer au hasard tant qu'on peut dans la foule. » Donc peut-être que David Jones croit que les Arabes sont tous des surréalistes, ils sont nés surréalistes. Imaginez quand même que ce livre complètement bizarre, où David Jones, professeur à Londres, confond Ibn Khaldoun, Ibn Battuta, les Idrissi et Khalid bin Walid, a été publié, on le trouve. Aujourd'hui, alors, on pourrait dire oui, mais c'était peut-être il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans, les gens n'étaient pas très bien informés et tout. Bon, très bien. Et voilà ce qui m'est arrivé il y a à peu près une année. Je suis allé... le penseur, l'écrivain, plutôt le financier Alain Minck, parce qu'il est d'abord financier, Alain Minck, mais il se pique de littérature, il se pique de pensée. Donc il a écrit un livre qui s'appelle Spinoza, un roman juif, sur Spinoza. Alors moi, Spinoza m'intéresse particulièrement, pour une raison que je pourrais donner tout à l'heure, parce que il y a quelques années, à Londres, non plutôt à Amsterdam, on m'avait demandé de donner une conférence sur Spinoza. On m'avait appelé et moi j'avais répondu, je ne suis pas spécialiste de Spinoza, il doit y avoir plein de spécialistes, demandez-leur. Et ces gens-là m'avaient dit non, non, c'est pour le lancement de Amsterdam, capitale du livre européen. On voudrait que vous donniez une conférence sur Spinoza parce que vous êtes immigré, Spinoza était aussi un immigré, donc c'est à vous de donner une conférence. J'ai dit d'accord. Combien de temps j'ai pour ma conférence? Ils m'ont dit 5 minutes. Ça doit être la conférence la plus courte de l'histoire des conférences. J'ai dit 5 minutes pour parler de Spinoza. 5 minutes. Bon. D'accord. Et
je suis allé faire quelques recherches et j'ai découvert avec stupéfaction qu'il y avait un exemplaire à la bibliothèque royale de La Haye, de Hay ibn Iqdan, dans la traduction hollandaise. Il y avait écrit en hollandais, traduit par B2S. Et j'ai demandé à un vrai spécialiste de Spinoza, il m'a dit que, en fait, S2B, il m'a dit Baruch de Spinoza, ou Bénédicte de Spinoza, ce sont ses initiales, et parfois il signait S2B. Donc j'ai pris une photo de ce manuscrit, et je suis allé à la conférence, où il y avait des gens très importants, Prince Héritier, enfin des gens comme ça, grands intellectuels néerlandais, et j'ai projeté la photo. Et j'ai dit, vous voyez ce qu'on voit ici? Hay ibn Iqdan d'Ibn Tufayl, qui est un roman arabe, un roman philosophique arabe, et vous voyez qui l'a traduit. En fait, on sait que ce n'est pas lui, c'est un ami de Spinoza qui s'appelle Baumeister qui l'a traduit. Mais en 1710, quand ils ont fait la réédition, Spinoza était mort, il est mort en 1677, Spinoza avait tellement parlé de ce livre que finalement ils ont mis Hay ibn Iqdan traduit par Spinoza. Et j'ai montré ça en disant ça fait le lien finalement entre Hay ibn Iqdan, donc la culture arabo-musulmane, et Spinoza, qui est extrêmement important dans l'histoire de la philosophie. Je donne juste deux détails. Hegel a dit que si on ne connaît pas Spinoza, on ne connaît pas la philosophie, par définition. Deuxièmement, Jonathan Israel, dans son grand livre qui s'appelle Radical Enlightenment, avait dit que finalement les Lumières, ce n'était pas Voltaire, Rousseau, les encyclopédistes, John Locke, etc. Tout ça c'est vrai, mais avant eux c'était Spinoza. Et quand on voit que Spinoza lui-même était très intéressé par Hay ibn Iqdan, ce qui s'est passé, c'est qu'après ma conférence de 5 minutes, en tout cas merci de me donner plus de temps ici, je me suis assis et je vois arriver en courant le président de l'Académie néerlandaise des sciences, qui s'appelait Frits van Oostrom. Il me dit, monsieur, je dis oui, c'est vrai ce que vous avez dit? Je dis bien sûr c'est vrai, je l'ai même affiché au tableau. Il me dit, mais c'est extraordinaire, je ne le savais pas. Lui, c'est le président de l'Académie des sciences. Il ne savait pas à quel point Spinoza avait été marqué. Très bien, par Ibn Tufayl. Alors, il y a à peu près un an, Alain Minck, le financier, écrit un livre qui s'appelle Spinoza, un roman juif. Et il part, il écrit, alors j'achète le livre et je me mets à le lire soigneusement. Et toute la thèse du livre, en gros, Spinoza ne doit rien aux Arabes. Point. C'est à peu près tout ce qu'il veut dire. Et donc je montre dans mon livre à quel point c'est complètement faux et stupide. Je donne un exemple entre 1000. Spinoza avait entendu parler du livre d'Ibn Tufayl, il l'avait lu en latin, il avait demandé à son ami Baumeister de le traduire en néerlandais. Dans le livre d'Alain Minck, la seule mention de Baumeister, c'est une recette de confiture. Une recette de confiture de, je sais pas quoi, de feuilles de rose ou quelque chose comme ça. D'autre part, Minck signale le guide des égarés de Maïmonide, le guide des égarés de Maïmonide dans la bibliothèque de Spinoza. Et si Minck réfléchissait un peu, il se dirait, premièrement, le guide des égarés de Maïmonide a été écrit en arabe. Deuxièmement, il est impossible de le comprendre si on ne connaît pas les falasifa, puisque finalement Maïmonide fait partie des falasifa. Et la question que je me pose maintenant est la suivante. Pourquoi est-ce qu'un monsieur comme Alain Minck, qui a quand même autre chose à faire dans sa vie, pourquoi est-ce qu'il prend le temps, l'énergie de s'asseoir pour écrire tout un livre sur Spinoza, si ce n'est que pour dire Spinoza ne doit rien aux Arabes, ce qui est d'ailleurs complètement faux. Et c'est même pour ce genre de détails, cette indignation qui fait que j'ai écrit ce livre. Alors, page 51, je parle d'autre chose. Un jour, j'étais invité à un débat à la bibliothèque municipale d'Amsterdam, et j'étais en débat avec un écrivain algérien, en fait, si je me souviens bien. Et lui, il avait écrit un livre qui s'appelait Gouverner au nom d'Allah. Et au cours de son propos, il n'arrêtait pas de dire
enfin dans son livre, il n'arrêtait pas de citer Ibn Khaldoun en disant le plus grand mal des Arabes. Donc c'était les sous-titres de son livre, de ce livre de cet écrivain-là. Hein. Les Arabes ne savent pas gérer un État. Les Arabes ont des mœurs frustes. Les Arabes, tout était négatif. Moi je lui ai dit, tu sais, tu te trompes. Je lui ai dit pendant le débat. Je lui ai dit, tu te trompes. Il faut comprendre deux choses. Mais lui, ce n'était pas un grand penseur. Hein, premièrement, Ibn Khaldoun était en train de citer Platon. Or, Platon ne connaissait pas les Arabes. Il était en train de citer le Timée de Platon. Et dans le Timée de Platon, Socrate demande à plusieurs interlocuteurs de lui décrire la cité vertueuse, le Madina al-Fadila. Hein. Et Socrate en profite pour critiquer les sophistes, et il dit, les sophistes sont trop nomades hein, pour comprendre quoi que ce soit à la notion de cité. Donc Platon critique par la voix de Socrate les nomades, enfin il les critique, il les caractérise plutôt, en disant les nomades par définition ne savent pas ce que c'est qu'une cité, ne peuvent pas gérer une cité, etc., etc. Donc quand Ibn Khaldoun utilise le mot, en fait, il l'utilise dans l'acception nomade. Il ne parle pas des Arabes en tant qu'Arabes, il parle des nomades. Et donc, d'ailleurs, ce serait curieux que Ibn Khaldoun tape sur les Arabes, puisque dans Al-Muqaddimah et dans son autobiographie, il est très fier d'être arabe. Il parle de son origine yéménite, etc. Donc, Ibn Khaldoun n'est pas complètement idiot ou masochiste pour dire du mal des Arabes en étant lui-même arabe. Bon. Mais le plus extraordinaire, c'est que quand j'ai dit à l'écrivain, mais enfin tu te trompes, Ibn Khaldoun utilisait le mot arabe dans le sens de nomade, ça ne l'a pas du tout fait changer d'avis. C'était un peu une sorte de fonds de commerce. Dire du mal des Arabes est devenu un fonds de commerce. On peut faire de très belles carrières en Europe avec ça. Alors, à propos de carrière, il y a quelqu'un qui est un grand savant, à vrai dire, qui a fait toute sa carrière justement sur la détestation de l'arabe, c'est Bernard Lewis. Et j'ai pris la peine, réellement, d'acheter tous les livres de Bernard Lewis, mais réellement tous les livres de Bernard Lewis. Je les ai alignés sur mon bureau, je les ai tous lus, l'un après l'autre. Et ça donne une image très mitigée. D'un côté, Bernard Lewis est réellement un grand savant. De l'autre, il a une espèce de fixation contre les Arabes et contre l'islam, en fait, mais surtout contre les Arabes, qui est difficile à expliquer autrement que par des facteurs psychologiques. Et quand on regarde sa biographie, on s'aperçoit que Bernard Lewis, après avoir fait ses études, il voulait aller à Damas, en Syrie, pour faire ses travaux de recherche, mais à l'époque, le gouvernement syrien, qui était en guerre avec Israël, n'admettait pas des étudiants ou des chercheurs juifs à Damas. Donc, Bernard Lewis a dû changer d'optique et il est allé s'installer en Turquie. Et c'est là qu'il a fait ses premiers travaux de recherche qui ont débouché sur d'excellents articles scientifiques. Et sur cette blessure initiale, qu'on lui ait refusé l'entrée à Damas, finalement, ça a coloré toute sa vision ultérieure. Et quand on sait que c'est en se basant sur les travaux de Bernard Lewis que les néoconservateurs américains ont détruit l'Irak, il n'y a pas d'autre mot, et ont mené une guerre sans fin avec l'idée de clash of the civilization, on se rend compte quand même que nous avons des adversaires de très grande capacité de nuisance. Alors, je disais, tout ça c'est le côté un peu négatif, je continue un peu. Dans mon livre, je parle, il y a tout un chapitre sur l'influence du livre de Ibn Tufayl, de Hayy ibn Iqdan, sur l'Europe. Et c'est stupéfiant, mais c'est réellement stupéfiant. Un livre, un petit livre, comme ça, d'Ibn Tufayl, qui est d'ailleurs le seul livre jamais publié par Ibn Tufayl, Hayy ibn Iqdan, a eu une influence extraordinaire. Et je suis allé regarder ce que ça donne. Alors, évidemment, d'abord sur Robinson Crusoe, mais ça donne une influence sur John Locke, sur toute cette philosophie, sur Leibniz qui dit à propos de Hayy ibn Iqdan,
Les Arabes ont eu des philosophes dont les sentiments sur la divinité ont été aussi élevés que pourraient être ceux des plus sublimes philosophes chrétiens. Cela se peut connaître par l'excellent livre du philosophe autodidacte que M. Pocock a publié, De l'arabe. Donc il s'agit de Hayy ibn Iqdan. Si on regarde Robert Boyle, si on regarde Moïse Mendelssohn, qui est le grand penseur juif des Lumières, Spinoza, Locke, Hume, Boyle, Mendelssohn, on peut tous les mettre sous l'influence de Hayy ibn Iqdan. Donc une bonne partie de la pensée européenne, après on peut élaborer là-dessus, hein, si vous le voulez, une bonne pensée dans la pensée européenne moderne vient directement de Hayy ibn Iqdan. Donc quand on se rappelle du journaliste de la BBC qui avait dit « We owe Arabs nothing », c'est que réellement. Mais j'ai découvert des choses aussi assez bizarres aussi. C'est que par exemple les Quakers, cette secte américaine ou cette église, vous savez que le président Nixon était un Quaker par exemple, mais parmi les livres sacrés des Quakers, il y a Hayy ibn Iqdan. Ce sont des détails assez extraordinaires. Je donne des détails comme ça. Alors, je disais, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on est passé de l'admiration à la détestation. D'abord, pour l'admiration. Je voudrais juste lire 2 ou 3 choses sur le XVIIe siècle, comment l'Europe voyait le monde arabo-musulman. C'était une admiration sans borne. Par exemple, en vérité, leur civilisation était admirable. Après que la barbarie eut recouvert le monde, c'est-à-dire quand les barbares ont détruit Rome et que l'Europe n'était plus civilisée, qui a maintenu les droits de la pensée et de la culture? Les Arabes. Encore une fois, il s'agit des Arabes, des Persans, des Kurdes, des Amazirs, tout le monde arabo-musulman, hein, quand on dit cela. Juan Andrés, qui était jésuite, on doit à la littérature arabe la restauration des études sérieuses en Europe. Une citation de Gustave Le Bon, l'auteur de la fameuse Psychologie des foules, au point de vue des civilisations, bien peu de peuples ont dépassé les Arabes. Nietzsche lui-même, dans l'Antéchrist, Nietzsche, le christianisme nous a frustrés de la moisson de la culture antique, mais surtout, il nous a frustrés de la culture islamique. La merveilleuse civilisation maure d'Espagne, au fond plus proche de nous, donc il parle de l'Allemagne, parlant plus à nos sens et à nos goûts que Rome et la Grèce, a été foulée aux pieds. Pourquoi? Parce qu'elle devait le jour à des instincts aristocratiques, à des instincts virils, parce qu'elle disait oui à la vie, avec en plus les exquis raffinements de la vie maure. Ça, c'est Nietzsche. Dreyer, on parle toujours de la même époque. L'Europe a une dette envers les Arabes pour avoir gardé vivante la flamme de la science pendant plusieurs siècles. Et vraiment, on peut continuer sur des pages et des pages et des pages. Mais la question qui se pose alors, c'est pourquoi? Pourquoi y a-t-il eu ce changement d'optique? Et alors là, franchement, je n'ai que j'ai 2 hypothèses. Après, on peut en discuter. La première hypothèse est tout simplement celle de Edward Said, l'orientalisme. Donc, Edward Said, il nous dit, à un certain moment, l'Europe ayant commencé à avoir des envies de coloniser le reste du monde, devait produire une image de l'autre qui faisait que l'autre était colonisable. Parce que si vous passez votre temps à dire « Oh, ils sont merveilleux, ils sont fantastiques », vous n'allez pas les coloniser. Pourquoi aller coloniser des gens que vous admirez? En revanche, si vous dites « Non, ils ne sont pas civilisés », c'est comme si vous dites « Ils ont besoin de nous ». C'est comme le fameux tableau de Delacroix qui s'appelle « Femmes d'Alger dans leur appartement ». Si vous regardez ce tableau, vous apercevez de quelque chose de très intéressant. Ce tableau a été peint à Paris, même si Delacroix était venu au Maroc. Je ne sais même pas s'il était allé en Algérie, mais quand il est rentré à Paris, il a peint ce tableau où on voit des très beaux tableaux d'ailleurs, où on voit des femmes arabes assises. Il y a peut-être une servante quelque part, il y en a une qui fume le narguilé. Et on imagine l'homme français ou européen qui va au XIXe siècle voir cette toile de Delacroix. Qu'est-ce qu'elle lui dit, cette toile, en fait? Elle lui dit « On t'attend. Nous t'attendons. Rentre dans la toile. » Il y a les femmes qui sont là. L'Orient est là.
entre, vas-y. Et ce que dit Edward Said, c'est que finalement, l'Europe a créé cette image de l'Orient qui était colonisable. Donc on ne pouvait plus être dans l'admiration. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui est une hypothèse personnelle, qui vaut ce qu'elle vaut, peut-être que c'est complètement idiot, mais bon, je vous la soumets, c'est un détail qui a un rapport avec la linguistique. Jusqu'en 1800, je ne sais plus quand, à peu près, dans les universités allemandes, il n'y avait que des chaires, des professeurs de langue sémitique, au pluriel. Parce que jusque-là, on pensait qu'il n'y avait que seules les langues sémitiques formaient réellement un vrai groupe. Donc l'arabe, l'hébreu, l'araméen, tout ça, ça forme un groupe. Ensuite, il y a eu, à partir des travaux de William Jones, vous savez que William Jones était un juge anglais qui était à Calcutta et qui s'est mis à apprendre le sanskrit. Et en apprenant le sanskrit, il a trouvé des analogies avec le grec et le latin qu'il connaissait parfaitement, mais aussi avec l'anglais, aussi avec l'allemand qu'il connaissait. Et donc William Jones a fait une hypothèse, l'hypothèse indo-européenne, en disant que finalement, à partir du sanskrit, en passant par l'Iran jusqu'au Caucase, et puis toute l'Europe, tout ça c'était un ensemble de langues qu'on a appelé en français indo-européen, mais attention, en allemand, on l'appelle indo-germanique. Et ça a une conséquence. Et on s'est aperçu alors que les chaires d'enseignement en Allemagne, que beaucoup de professeurs de langue sémitique ont migré vers de nouvelles chaires de langue indo-germanique. Et tout à coup, on a eu cette idée qu'il y avait d'un côté les indo-européens ou les indo-germains, à qui on donnait des grandes valeurs, le courage, la force du guerrier, et les sémites, qui étaient donc devenus des gens différents. Et ça a eu une conséquence dramatique, parce que si on dit que d'un côté il y a les indo-européens ou les indo-germains et de l'autre les sémites, on n'est pas loin de dire que les sémites n'ont rien à faire en Europe. Et on peut dire que ça a débouché sur l'Holocauste, d'une certaine façon. Donc, cette découverte de l'indo-européen ou de l'indo-germain a probablement aussi, c'est mon hypothèse personnelle, a probablement aussi contribué à faire qu'on n'était plus du tout dans l'admiration des Arabes, c'était devenu des sémites, et nous sommes des indo-européens, nous avons des qualités que eux, par définition, n'ont pas, et d'ailleurs, on va aller les coloniser. Donc, ce changement d'optique s'est effectué, et on est arrivé à un degré. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la limite, on pourrait comprendre qu'il y ait, comment dire, une prise de distance par rapport aux sémites. Pourquoi pas? Même si c'est curieux, parce que si on est chrétien, on est bien obligé d'admettre que Jésus et sa mère et son père étaient des sémites. Peu importe. On peut comprendre cette... Mais pourquoi oublier tout à coup tout ce qui a été la science et la philosophie arabe? Et on est arrivé à des choses extraordinaires. Alors je cite des phrases, mais je voudrais bien citer une phrase, par exemple, à propos après le 11 septembre, que George Bush avait dit « We are a free country », et c'est cela que des fanatiques ont voulu mutiler. Enfin, des phrases comme ça qui veulent rien dire, en fait. C'est comme si les arabo-musulmans, les sémites, avaient un problème avec l'Occident, parce qu'il est l'Occident, non pas par ses actions, mais simplement parce qu'il est l'Occident. C'est réellement l'image qui a été créée. On a un problème avec l'Occident, sans aucune raison. L'enseignement, à partir du moment où il y a eu ce changement au XIXe siècle, l'enseignement a complètement ignoré les Arabes. Les Arabes n'étaient plus du tout, je crois que j'ai quelque part une référence, les Arabes n'étaient plus du tout dans l'enseignement. Je vous donne quelques exemples. Moi, j'ai fait mes études au lycée Lyautey de Casablanca. Je le regrette absolument pas, je pense avoir eu une bonne éducation et je garde un bon souvenir de mes professeurs en particulier, qui étaient des gens très bien, très compétents et qui se souciaient beaucoup de leurs étudiants. Mais, sur le plan des programmes ou de l'enseignement, par exemple, l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité telle que je l'ai apprise est la suivante. Enfin, l'histoire de la pensée scientifique de l'humanité. Il y a eu quelque chose qui s'est appelé le miracle grec, le siècle de Périclès.
On voit apparaître la géométrie, on voit apparaître la réflexion, on voit apparaître Héraclite contre Parménide sur ce qui bouge, ce qui change pas. On voit apparaître surtout Platon et Aristote. Donc, d'un côté, les origines de l'idéalisme, donc ça c'est Platon, de l'autre, les origines du matérialisme. Donc, il y a eu quelque chose d'extraordinaire, et c'est pour ça qu'on utilise le mot miracle, le miracle grec. Comment quelques cités, Sparte, Athènes, Thèbes, etc., apparaissent des hommes extraordinaires qui créent la science, qui créent la philosophie. Très bien. Ensuite, l'humanité s'endort pendant 1000 ans. Je ne sais pas pourquoi, toute l'humanité s'est endormie. Et au bout de 1000 ans de sommeil, tout à coup l'humanité se réveille, au Quattrocento, comme disent les Italiens, au XVe siècle, et puis c'est la Renaissance, c'est l'humanisme qui réapparaît, etc. Et puis bientôt ce seront les Lumières, puis la Révolution industrielle, etc. Ça c'est l'histoire de l'humanité, telle que je l'ai apprise, d'accord ? Qui est complètement idiote. Parce que cette période de sommeil où tout le monde dort, il y avait des gens qui étaient bien réveillés. C'était tout le monde arabo-islamique. Du 8e jusqu'au 12e siècle, ils étaient bel et bien réveillés. On ne nous l'a jamais dit. Et encore aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre qu'on ait pu nous raconter une histoire aussi tronquée, aussi fausse. Je donne quelques exemples. Notre professeur de sciences naturelles nous avait appris qu'un Anglais du nom de William Harvey avait découvert la circulation du sang, en 1628 exactement. Mais ce n'est que... Alors, Harvey a été surnommé le Galilée de la biologie, le Christophe Colomb. Donc, William Harvey, c'est très important. Mais donc j'ai appris ça, je l'ai cru pendant très longtemps. Ce n'est que, il y a quelques années, enfin, quand j'ai commencé à m'intéresser au monde arabo-islamique, que je me rends compte qu'il suffit d'aller à Damas, en Syrie, pour trouver un manuscrit qui s'appelle Shamil fi Tibb, dans lequel Ibn Nafis décrit la circulation sanguine. Et c'est un fait, ce n'est pas une légende. Le document est à Damas. Et Harvey, en plus, fait quelques erreurs, il parle de force pulsifique, etc. On aurait pu avoir une très bonne discussion sur Ibn Nafis et Harvey. Mais en Europe et dans le monde occidental, on voit Harvey, on ne voit pas Ibn Nafis. Pourquoi? Je n'ai pas de réponse. Nos professeurs nous avaient parlé de l'anesthésie. Et ils nous avaient dit, c'est un Américain du nom de Crawford Long qui a inventé l'anesthésie et ça nous permet de faire des opérations sans douleur. Bravo, monsieur Crawford Long, bienfaiteur de l'humanité, etc. Puis un jour, je découvre que Zaharoui, alors pour les gens qui sont médecins, ils le savent très bien, mais pour les autres, Zaharoui faisait des opérations sous anesthésie en Andalousie 6 siècles avant Harvey. Donc il prenait une éponge, et il avait une espèce de breuvage dans lequel, paraît-il, il mettait aussi du cannabis. Je peux le dire maintenant qu'on a le droit au Maroc de produire du cannabis, j'ai le droit de dire cela. Donc Zaharoui prenait du cannabis et d'autres herbes, il en faisait une déconction, il plongeait une éponge dessus, il vous la met sur le visage, et quand vous êtes dans les paradis artificiels, il vous fait une trépanation où il coupe le bout du nez ou quelque chose comme ça. Mais 6 siècles avant Crawford Long. Hein. Newton. On nous avait parlé de Newton, qui est réellement un des grands génies de l'histoire, parce qu'il ne s'agit pas de déconsidérer tous ces gens-là. Newton est un grand génie. Et que devons-nous penser d'Ibn al-Haytham? On ne nous a jamais dit un mot d'Ibn al-Haytham. Et par exemple, quand Newton fait de l'optique, on s'aperçoit que tout ce qui nous émerveillait au lycée sur l'optique de Newton se trouvait déjà chez Ibn al-Haytham. Je me souviens par exemple, on faisait au lycée la fameuse expérience où on prend un rond de carton, on met toutes les couleurs, on le fait tourner vite et ça devient blanc, ce qui prouve que la lumière, en fait, la lumière blanche contient toutes les couleurs. C'est très beau, on nous dit c'est Newton qui a fait la couverture du disque de Pink Floyd, là, où on voit le prisme. C'est Newton qui a fait la décomposition de la lumière. Mais non, Ibn Haytham avait fait ça bien avant. Et dans son livre sur l'optique, qui est d'ailleurs une des œuvres les plus importantes de l'histoire de la science, parce qu'il faut bien voir que pendant le Moyen-Âge et pendant la Renaissance, en Europe, on lisait Ibn Haytham sous le nom de Al-Hazen. On l'appelait comme ça, Al-Hazen.
le principe d'inertie qui est très... Je ne peux pas parler de tout ça parce qu'il y a tellement d'exemples, mais franchement, c'est incroyable. Vous pouvez prendre n'importe quelle avancée scientifique européenne, réellement, et vous trouverez son équivalent 5 siècles avant dans le monde islamique, monde arabo-islamique. Même des choses, vous savez, moi j'ai toujours eu une grande admiration pour Descartes, en particulier parce qu'il nous a simplifié la vie, parce qu'avant il y avait des problèmes géométriques impossibles à résoudre avec la règle et le compas, c'était trop compliqué. Et puis Descartes est arrivé, il a dit mais c'est simple, il suffit de mettre un repère et de donner à chaque point des coordonnées, ce qu'on appelle les coordonnées cartésiennes de Descartes, X et Y, et donc tous les problèmes de géométrie deviennent des problèmes d'algèbre ou d'analyse, et bravo. Mais en fait, les Arabes utilisaient déjà les coordonnées cartésiennes, des siècles avant Descartes. Il n'y a pas une seule chose dont on ne trouve pas l'équivalent. Comment se fait-il qu'on ne l'enseigne pas? Je trouve ça extraordinaire. Je donne aussi un autre exemple sur Leibniz, Voltaire et Candide. Vous savez que Leibniz, vous avez parlé de Leibniz avec sa théorie que ce monde dans lequel nous vivons est le meilleur des mondes possibles. Et Voltaire s'était moqué de Leibniz dans son livre qui s'appelle Candide, dont le sous-titre, Candide ou l'optimisme. Et le mot optimisme est apparu. C'est Voltaire qui a inventé le mot optimisme pour se moquer de Leibniz, le meilleur des mondes possibles. Alors au lycée, on avait lu Candide, qui est un livre formidable, franchement, du point de vue stylistique, c'est extraordinaire. En plus, il y a plein d'aventures. Franchement, je le relis périodiquement. Donc, grande admiration pour Voltaire. On se moque un peu de Leibniz, mais on reconnaît que c'est un grand philosophe. Très bien. Et pourquoi ne nous a-t-on jamais parlé de Razali avec une phrase qu'il avait prononcée et qui a suscité un grand débat dans le monde arabo-islamique? Cette phrase, c'était « Laysa fil imkan ahsan mim makan ». « Laysa fil imkan ahsan mim makan ». Donc, on est réellement dans le meilleur des mondes possibles. C'est la même phrase. Mais on nous a parlé de cette idée de Leibniz commentée par Voltaire, etc. Jamais on nous a parlé de Razali. Alors je donne, réellement, je crois que j'ai déjà dépassé mon temps, énormément de détails là-dessus. Alors, on nous parle par exemple ici, quand je parle de cela en Europe et tout, on nous dit oui mais d'accord, mais quand même nous, après on a eu des grands penseurs, par exemple Darwin, et jamais les Arabes ou les musulmans, par définition, n'ont pu imaginer l'évolution des espèces. Je leur dis très bien, on va à la bibliothèque, on va à la librairie, on va acheter Kitab al-Hayawan de Jahiz, et on trouve dans Kitab al-Hayawan, et Jahiz il vivait entre l'an 776 et l'an 868, donc Jahiz vivait 1000 ans avant Darwin. Et on trouve dans Kitab al-Hayawan, on trouve cette phrase que je cite maintenant: les facteurs environnementaux poussent les organismes à développer de nouvelles caractéristiques pour assurer leur survie, les transformant ainsi en de nouvelles espèces. Cette phrase de Jahiz résume intégralement la doctrine de Darwin. Intégralement. Et on continue de lire Jahiz. Les animaux s'engagent dans une lutte pour l'existence. Il faut savoir que Struggle for Existence, c'est le titre du 3e chapitre du livre de Darwin. Pour les ressources, pour éviter d'être mangé et pour se reproduire. C'est exactement le programme de Darwin. Est-ce qu'un seul Européen a-t-il jamais entendu parler de Jahiz? Moi, je pose la question, à part les spécialistes dans les universités. Et quand on nous dit, oui, mais vous, c'est de l'histoire ancienne, par exemple, vous n'avez jamais eu Darwin, je dis, très bien, mais 1000 ans avant Darwin, Jahiz disait exactement ce qui allait devenir le programme. Et d'ailleurs, je ne résiste pas au plaisir de vous lire un passage du volume 4 de Kitab al-Hayawan de Jahiz, où il parle des poux. Je suis désolé, comment on dit en arabe, hashakoum, les poux. Il dit, ça c'est le Jahiz, le pou dans la chevelure noire d'un jeune homme est noir. Il est blanc dans la chevelure blanche ou grisonnante d'un vieillard. Le pou est gris
dans les poils d'un chameau gris, cendré. Bon, c'est amusant. Mais, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que pour prouver la théorie le darwinisme, on a souvent parlé d'un papillon qui s'appelle la phalène, P-H-A-L-E-N-E, du côté de Manchester. Alors, on se met à Manchester en 1840 à peu près, les bouleaux, les arbres, sont blancs. Et tous les papillons phalènes sont blancs. Ensuite, Manchester devient une ville industrielle. Donc il y a de plus en plus de pollution. Et la pollution, c'est des cendres noires. Donc les bouleaux, les arbres, deviennent noirs de suie, de pollution. Et on s'aperçoit que ce papillon, la phalène, ils sont tous devenus noirs. Ensuite, dans les années 60, les gens s'énervent, ils disent il y a trop de pollution à Manchester, donc on ferme les usines qui polluent, etc. Et avec la pluie, etc., les bouleaux redeviennent blancs. Et on s'aperçoit que les papillons redeviennent blancs. En fait, c'est très simple, pourquoi? Parce qu'il y a deux variétés, une variété blanche et une variété noire de ce papillon. Quand le bouleau était blanc, tous les papillons noirs étaient immédiatement repérés par les oiseaux qui venaient les manger. Mais les papillons blancs, on ne les voyait pas en fait. Donc les papillons blancs ont continué de se reproduire et d'exister. Quand, à cause de la pollution, les arbres sont devenus noirs, c'est les papillons noirs qui étaient bien protégés, les autres étaient mangés par les oiseaux, et les noirs se reproduisaient, 99% des phalènes étaient noirs. Quand on a nettoyé les arbres, quelle est la différence entre cette histoire qui figure dans tous les livres sur le darwinisme et l'histoire du pou de Jahez? Jahez disait exactement la même chose, en fait. Le pou, il est noir pour se cacher dans la chevelure noire, en fait. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que la variété noire pouvait subsister parce qu'on ne la voyait pas. La variété blanche, on la voyait, etc. C'est la même chose. C'est un détail. Mais, j'ai combien de temps encore? Non, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je continue. Je voudrais parler de l'enseignement. Je dis encore, j'ai eu la chance de profiter d'un excellent enseignement. Et en particulier, quand on s'est mis à nous parler des Lumières. Hein, on nous parlait de Voltaire, Rousseau, John Locke, Spinoza, avant tout ça. Et on nous a parlé des encyclopédistes. Et on nous a parlé du projet de Diderot et d'Alembert d'écrire l'encyclopédie, et que l'encyclopédie était destinée finalement à propager le savoir, la culture. Jusqu'alors, le savoir était aux mains de l'Église, et c'était un instrument de pouvoir. Et d'Alembert, Diderot, mais aussi Rousseau, qui a écrit plein d'articles en particulier sur la musique, Voltaire, tous ces gens-là ont écrit dans l'encyclopédie. Et donc, le savoir était détaché de l'Église, et petit à petit, on est allé vers une sécularisation de la société grâce aux encyclopédistes. Donc on nous parlait au lycée de Casablanca avec beaucoup d'admiration des encyclopédistes. Il a fallu que j'ai l'âge quasiment canonique de 40 ans pour que je découvre un jour qu'il y avait des gens qui s'appelaient Ikhwan Safa. Et donc je me suis intéressé à ces gens-là et je suis allé chez un bouquiniste, j'ai trouvé un bouquiniste qui avait des livres en arabe, j'ai trouvé les 4 tomes de ce qu'on appelle Risalat Ikhwan Safa, les épîtres des frères de la pureté. Et on s'aperçoit que 1000 ans, de nouveau, ce n'est pas une question de 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais c'est des siècles avant. 1000 ans avant les encyclopédistes, il y avait à Bagdad des jeunes gens qui avaient le même projet. Et réellement le même. Je vais vous citer quelques exemples des épîtres des Risalat des Ikhwan Safa, parce que c'est quand même extraordinaire. Donc, le tome 1, il y a 14 Risalat des épîtres sur les mathématiques, la logique, l'arithmétique, la géométrie, la musique. Le tome 2, ce sont les sciences de la nature, la matière, le mouvement, le temps, l'espace, le ciel, l'univers, la génération, la corruption, les minéraux, les plantes, les animaux, le corps humain, la perception, l'embryologie. Le tome 3, les sciences psychologiques. Je vous rappelle que là, on est au 9e siècle, il y a 1000 ans. La psychologie, l'intelligence et l'intelligible, les passions, des siècles avant Descartes. La cause et l'effet,
Ça, c'est probablement très aristotélicien. Et ce n'est qu'au tome 4, après avoir fait toutes les sciences profanes, qu'on arrive aux sciences théologiques. Donc il y a 11 épîtres, les salats, sur la religion, l'essence de la foi, la loi religieuse, la révélation, etc. Pour ne prendre qu'un seul exemple, dans les Risalat Ikhwan Safa, on a une description complète d'un cycle géologique, où il y a une stratification, il y a une érosion, c'est entièrement décrit. Moi, je pose une simple question. Pourquoi nous a-t-on longuement parlé de Diderot et d'Alembert et jamais de l'encyclopédie écrite en arabe et qu'on vendait sur les marchés et les libraires, Basra, Bagdad, 1000 ans avant eux? Encore aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'était de l'ignorance? Probablement. Probablement. Est-ce que c'était une volonté délibérée d'écarter le monde arabo-musulman de la marche de l'esprit humain? Je n'ai pas la réponse. Écoute, je vais m'arrêter là, parce que sinon on va être ici jusqu'à demain. Et voilà, merci. Voilà, merci infiniment pour cette brillante conférence. Je crois que les présents ici vont sûrement rapidement aller découvrir ton livre, parce que tu ne pouvais pas raconter tout ce que tu as. C'est vraiment un savoir immense, beaucoup de recherches. Je te félicite pour toute la recherche faite pour sortir avec ces quelques éléments que tu nous as présentés pour Fouad Laroui. Donc, je vais tout de suite donner la parole au public et je vous prie juste de poser des questions très brèves, s'il vous plaît, pour permettre au maximum de prendre la parole. Alors, on va prendre 5 par 5. Oui, alors, je commence ici, donc une autre là-bas. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'Azhar, je voudrais citer des références. Après, je suis sûre qu'il va oublier, donc vous lui adressez juste une question. Alors, je vais juste poser des questions. Oui. Une question, s'il vous plaît. N'est-il pas normal de respecter les spécificités de chaque pays? N'est-il pas souhaitable de donner plus de parole aux binationaux et de leurs enfants pour leur enseigner l'arabe sans peur? N'est-il pas souhaitable d'être à l'écoute des sociétés traditionnelles qui avaient trouvé un certain équilibre dans leur fonctionnement avant qu'elles ne soient envahies par la colonisation qui prétexte venir pour des missions civilisatrices derrière l'exploitation des ressources? Cela est loin de dire que le monde arabe ne s'ouvre pas à la modernité. Dommage, j'ai beaucoup de questions parce que j'ai lu le livre en entier et je vais revenir pour le lire une autre fois. Merci, madame. Et merci beaucoup. Merci. Qaïs Hamemi, je suis le directeur du Centre de prospective stratégique à l'ICESCO. Je suis prospectiviste de formation. Vraiment très ravi de faire votre connaissance. J'ai fait votre connaissance jadis, quand j'étais à Paris, à travers vos livres, surtout de l'islamisme de 2006. Et à l'époque, j'avais beaucoup d'interrogations par rapport à cette idée de faire table rase de l'héritage, justement, arabo-musulman. Et à l'époque, je donnais beaucoup d'importance aux écrits de Mohamed Taleb, plaidoyer pour un islam moderne, le maître Mohamed Harkoun, l'humanisme, etc. Et là, je vous retrouve à Rabat, ici, dans une librairie. J'ai acheté votre livre au mois de novembre, je pense, au décembre, plaidoyer pour les Arabes. Et vraiment, c'est fabuleux. J'ai adoré. J'ai adoré. Et ça m'a mis, en fait, c'est comme un roman de James Ellroy. Merci. Non, mais c'est extraordinaire. Je me sentais comme un personnage de James Ellroy qui arpentait les rues, les avenues de Los Angeles et qui découvrait les crimes. C'est des crimes intellectuels. Et vraiment, c'est bravo. Et j'ai relu votre ouvrage. Et là, ça, c'est les fleurs. Et là, les épines. Et j'ai relu votre ouvrage. Et je vous cite là, dans le premier chapitre, c'est ignorance ou cécité volontaire. D'ailleurs, vous avez cité David Jones quand vous parliez d'Ibn Khaldoun, etc. Et là, on vous dit, on ne sait pas s'il faut en rire ou en pleurer. David Jones, dont on apprend avec concertation qu'il est le lecteur, blablabla. On arrive, c'est très intéressant. Mais là, il y a pour moi une certaine ambiguïté quand vous parlez d'Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, l'Andalou,
le marocain, le tunisien. Donc il y a une certaine ambiguïté que vous clarifiez pas à travers votre chef-d'œuvre. Voilà ma question pour être bref, pour ne pas vraiment prendre beaucoup la parole. Voilà. Merci. Merci, c'est Soumia Abdelaziz. Alors moi, je sais qu'en Hollande, on dit toujours pour dénigrer un travail que c'est du travail de français. Et en France, pour dénigrer un travail, on dit que c'est du travail d'arabe. Oui. Il y a eu un glissement, d'après mes sources, par rapport à cette expression, c'est du travail d'arabe. Je sais que, paraît-il, on aurait présenté une horloge à Charlemagne, qui était remarquablement fabriquée, et que c'était une horloge arabe, et il était tellement ébahi, il avait dit c'est du travail d'arabe. Alors, comment est-on passé de l'admiration au dénigrement? Vous avez évoqué tout à l'heure comme quoi le colon avait besoin de dénigrer le pays qu'il devait coloniser et non pas l'admirer pour mieux le coloniser justement, d'où l'invention notamment du sauvage en Afrique. Alors, ma question est la suivante. J'ai lu, je n'ai pas une grande érudition, mais j'ai eu l'occasion de lire le livre de Pierre Loti sur le Maroc. Et ça m'a consterné par rapport au dénigrement à longueur de page de notre pays. La seule population qu'il a encensée est la population juive des Mellah. Et je voudrais savoir, est-ce que ça ne vous choque pas que ce livre soit édité au Maroc par une maison d'édition marocaine? C'était là ma question. Merci. Bonne question. Monsieur, ici. Assalamu alaikum. My name is Rahil Kamar. I am head of science and technology sector. All these scientists that you mentioned, Ibn Hatham, Ibn Sina, and all these others, they were great critical thinkers. And they were always questioning and always analyzing the things. However, if you see at the turn of their times, when Genghis Khan came into Iraq and sacked Iraq and burned all the libraries and everything, we all of a sudden stopped these critical thinkings and all that. I personally believe that sacking of the Baghdad library and all that per se should not really have affected our critical thinking and our analytical capabilities. So what were the real factors which stopped us from doing that? Because all of a sudden we stop in our history and the West takes over all these remarkable things that the Muslims were doing at that time. Sidi Fouad, vous avez fait un plaidoyer pour les Arabes. Et moi je l'entends comme un plaidoyer pour l'arabe, pour la langue arabe. Donc je vais prendre la parole en arabe. إذا سمحت. مرحبا. Bien sûr. في الواقع وأنا أستمع إليك وهذا الاهتمام بإعادة التصحيح لحقائق تاريخية وتشوف أن العملية الكبرى اللي تملك التراث اليوناني مع المأمون c'était une décision étatique de l'État politique absolument وبقوائم محصورة في جميع العلوم وهي البداية ربما تبدو أسطورية لأنه المأمون رأى أرسطو في المنام وسأله 3 أسئلة: ما هو الحق؟ ما هو الإجماع؟ ما هو الحسن؟ وهي طرق المعارف وبالتالي لم تكن هناك مركبات نقص إزاء هذا التراث القديم العقلاني اليوناني. لكن أنت طرحت فرضية إدوارد سعيد في هذا التحول الذي نشأ في نظرة سلبية إلى العرب في أوروبا. لكن أظن أن هذه المرحلة هي مرحلة في القرن 19 والقرن 20. لا يمكن أن نفسر بها ما حصل في القرن 18 ولا القرن 17. السبب الأساسي في رأيي يرجع إلى هذا الجرح الكبير اللي هو الأندلس، وهذه العملية الكبرى لاجتتاد هذه الحضارة التي دامت 800 سنة والتي قامت الكنيسة بشكل عام. أنه يجب أن تعرفوا أيضا أنه كان يحكم على الإنسان إذا نطق بكلمة عربية في إسبانيا، كلمة محمد أو بسم الله، يحكم عليه ب6 أشهر في السفن التي كانت تكتشف أمريكا، بمعنى أن الذين كانوا يجدفون لاكتشاف أمريكا كان هؤلاء. هذه حقائق. الآن أنا أعطيكم مثال آخر. لحم الخنزير الذي هو هناك نوعية موجودة في إسبانيا وهي تعتبر من أرفع أنواع الخنزير، وهي
تباع الفخيذ يباع ب5000 أورو. كان يحكم على مسلمي إسبانيا حتى يخرجوا من ديانتهم بأن يرعوا الخنازير. فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يرسلون هذه الخنازير إلى الغابات لترعى الحشائش الزعتر وغيرها. فبالتالي أعطتنا سلالة جديدة من لحم الخنزير إلى اليوم. هذا هو السبب. هذه حقائق يجب أن نفكر فيها. لكن هذا اللحم الخنزير واش هو اللي تسمى باتا نيغرا؟ هو هذا تماما. هو هذاك الأسود، هذاك اللي لونه كحل، هو هذاك تماما. أنت تكلمت يا أستاذ فؤاد على كثير من الأسماء اللي حقيقة كانت تنظر إلى الثقافة بشكل سلبي، الثقافة العربية. لكن هناك أسماء أيضا غربية عندها واحد الرؤية منصفة وموجودة إلى اليوم. العرفاني الكبير في الغرب اللي هو السي عبد الواحد يحيى غونيغينون، اللي حقيقة لا يوجد له نظير. هذا رجل أنصف هذه الثقافة العربية الإسلامية بحقائق. أكبر مختص في ابن الفارابي اليوم هو رجل فيلسوف أمريكي ليو ستروس ما اشتغل فيه على الفارابي لا نظير له. بالتالي يجب أن يكون هناك نظر أظن متوازن لهذه القضية. أنا أختم بشيء. اليوم الإسلاموفوبيا لم تعد إسلاموفوبيا في الإعلام أو في الخطاب السياسي، ولكن انتقلت أيضا إلى العلوم. سيتين إسلاموفوبي سافونت. آخر كتاب اللي هو ربما ينكر هذا الدور التاريخي للعرب والمسلمين في نقل الحقائق والعلوم القديمة هو كتاب سيلفان غوغنهايم، أرسطوط ومون سان ميشيل. هذا الكتاب الذي استكتر على العرب والمسلمين أن يكونوا وسطاء بين اليونان والأوروبيين، حتى هذا استكتروا عليهم، وقال بأن نسخة أرسطو كانت موجودة في دير في جبل في سان ميشيل حقيقة. لكن هناك أناس منصفون، ألان دو ليبيرا ومجموعة من الناس الذين اشتغلوا حقيقة وردوا عليه وكتبوا مقالا صدر في جريدة لوموند لتصحيح هذه الحقائق. أنا فقط أحببت أن شاء الله يكون لنا لقاء في العشاء إن شاء الله ونكمل حديثنا حول بعض هذه الحقائق. شكرا لك على هذا الجمال في هذه المحاضرة وعلى الأسلوب الساخر الذي طبعها. C'est très très gentil. Alors je vous rassure, professeur Arafa, l'affaire Guggenheim, c'est le chapitre 4 de mon livre, et je parle en profondeur de l'affaire Guggenheim, et je prouve que Guggenheim a menti, a dit des choses complètement fausses en fait. Mais moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que Guggenheim a écrit ce livre Aristote au Mont Saint-Michel pour prouver que l'héritage grec n'est pas passé par les Arabes, mais qu'il est passé directement en Europe, alors que lui-même n'est pas un spécialiste de la question. Et je me pose donc la question de la motivation. Parce qu'un savant, un lettré, doit rester dans son sillon, il doit s'intéresser à tout, bien sûr, mais quand il fait un projet de recherche, il doit être quand même dans sa spécialité. Donc les motivations sont très désagréables. De voir que cet homme-là sort. Je vais répondre d'ailleurs aux questions dans l'ordre inverse. Hein. Donc en ce qui me concerne Guggenheim, je suis tout à fait d'accord, j'ai fait tout un chapitre là-dessus. L'islamophobie savante est encore plus dangereuse, parce que justement, elle se donne les habits de la science alors qu'elle dit des choses fausses. Quand vous dites que Léo Strauss sur Al-Farabi, le petit livre de l'œuvre, c'est une merveille, parce qu'il dit en quelques mots l'essentiel sur le Farabi, René Guénon, etc. Donc, tout ce que vous dites, je voudrais juste dire quelque chose. Vous avez parlé de Mamoun, et vous avez dit effectivement que pour acquérir l'héritage grec, c'est une décision qui est venue d'en haut. Et c'est vrai. Et c'est pour ça que je dis dans mon livre aussi qu'il faut, pour intégrer l'enseignement de la science, de la philosophie arabo-musulmane, etc. dans l'Europe, ce sont des décisions qui viendront de haut, forcément. Donc il faudrait vraiment, par exemple l'ISESCO, qu'on parle directement au président Macron, au chancelier allemand, au Premier ministre espagnol, etc. Les décisions doivent être prises d'en haut, on ne peut pas faire autrement. Et quand vous avez dit que le Mamoun n'avait pas de complexe pour acquérir la science grecque, tout à coup je me suis dit c'est normal qu'il n'ait pas de complexe.
c'était un empereur d'une certaine façon, parce qu'il dirigeait un empire, et c'était un guerrier, et donc il n'avait pas de complexe. Et c'est effectivement quand nous débarrasserons de nos propres complexes que nous pourrons accueillir toutes les cultures du monde. Donc on devrait vraiment se modeler sur le Mamoun et sur le fameux rêve avec Aristote. Donc merci. Sur the fourth question was about critical thinking. Je peux répondre en anglais. What happened, because it gives me an opportunity actually, what happened in 1258, you have asked me the question, right? What happened in 1258, sacking of Baghdad, it was much more than that. They actually killed 130,000 people. It was a horrible thing. But you see, it gives me the opportunity to answer a very simple question, because people think that this is a simple question with a very difficult answer. In fact, the question is, why did the Muslim Arabic world, why was it so great 400 years long? Why did it stop? So you can write a lot of books about that. But in fact, it stopped for a very simple reason. In 1236, Cordoba was taken over by the Reconquista Católica, right? So it was the end of Al-Andalus. And 20 years later, it was the end of Baghdad with Hulagu and his horde. So in fact, the west and the east of the Arabic Islamic world, like they shut off at the same time. And the people who took over, on the one hand, the Reconquista, I think you also said something about that, the Reconquista, the Catholic Reconquista, were not interested actually in science. They were not interested. And the people who took over in the east of the Islamic world, they were not really interested in philosophy and in science. So that's why it stopped. And what you call the critical spirit, I give some very good examples from El-Biruni, for instance. All of them had the critical spirit. And this is something we have to revive if we want to achieve anything. I completely agree with you. Alors, je passe à la troisième question. Vous m'avez appris quelque chose, madame. Qui c'est qui a parlé de Charlemagne? Pas vous, madame. Parce que je fais à l'envers les choses. Je parle de la question. Vous m'avez appris quelque chose. Je ne savais pas que c'était une expression de Charlemagne, du travail d'art. Oui, il était épaté. Non, en revanche, oui, vous avez tout à fait raison. C'est très intéressant parce que ça prouve ce que je dis ici. C'est qu'on est passé de l'admiration au mépris. On est passé de l'admiration au mépris. Mais c'est la même chose si vous allez à Cordoue et vous voyez la grande mosquée, la mesquita de Cordoue. Et ce qui est très choquant, c'est que quand vous rentrez dans la mosquée de Cordoue, au milieu, il y a une cathédrale. Au milieu. Et en fait, quand Charles Quint est arrivé là-bas, et quand il l'a vu, il a été très en colère. La chronique historique dit qu'il a été très en colère, parce qu'on croyait lui faire plaisir. Puisqu'on a reconquis tout ça, donc on va mettre une cathédrale au milieu de la grande mesquita de Cordoue. Il était en colère. Il leur a dit, il y avait ici quelque chose d'unique, et vous en avez fait quelque chose de banal. Vous voyez? Donc il y a eu... La citation de Charles Quint répond à ce que vous disiez sur Charlemagne. Alors, vous avez posé une question qui me met dans une position difficile, parce que je ne veux pas me fâcher avec les éditeurs, étant écrivain. Et quand vous dites, vous lisez Pierre Loti, c'est un dénigrement constant. Oui, mais oui, il fait partie de l'orientalisme, Pierre Loti. Donc il vient au Maroc pour dénigrer. Donc il dénigre. Et quand vous dites pourquoi est-ce que ce type-là, pourquoi ce livre-là est-il publié au Maroc par des éditeurs marocains, moi je vous pose une question. Est-ce que les éditeurs lisent les livres qu'ils éditent? C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Bon, je vais pas dire plus parce que sinon je vais me fâcher avec les éditeurs. Alors, monsieur qui fait de la prospective, merci pour votre témoignage extrêmement sympathique. Alors, j'ai cru comprendre. Hein. Alors, d'abord, pour répondre à quelque chose sur Ibn Khaldoun. En gros, ce que je dis sur Ibn Khaldoun ici, en fait, je parlais dans un contexte particulier. Vous savez que nous avons la chance d'avoir à Rabat un des grands spécialistes mondiaux, Abdeslam Shiddadi, d'Ibn Khaldoun.
Donc moi, je n'oserais jamais parler d'Ibn Khaldoun dans la ville d'Abdeslam Shiddadi. Vous avez qu'à lui téléphoner, il va venir ici. Mais je veux dire par là que je ne suis pas vraiment un spécialiste d'Ibn Khaldoun. C'est pour ça que s'il y a une ambiguïté dans mon livre là-dessus, c'est tout à fait normal. Voir Shiddadi, je dire entre parenthèses. D'ailleurs, je fais référence à Abdeslam Shiddadi. Mais j'ai cru comprendre, alors peut-être j'interprète peut-être, je ne sais pas si j'interprète votre pensée, mais j'ai cru comprendre la chose suivante. En 2010, j'ai publié un livre qui s'appelle « De l'islamisme ». Et 8 ans plus tard, je publie un livre qui s'appelle « Plaidoyer pour les Arabes ». Et j'ai cru comprendre que très amicalement, vous étiez en train de me dire qu'il y a des contradictions entre les deux. C'est normal, parce qu'on évolue dans la vie. Vous savez, le grand poète français Louis Aragon avait dit la phrase suivante: « Si vous ne mettez pas une date après avoir cité une de mes phrases, vous ne pouvez rien comprendre. » C'est-à-dire ce que disait Louis Aragon en 1924, ce qu'il disait en 1932, ce qu'il disait en 1956, si vous ne mettez pas la date, vous ne pouvez pas comprendre, parce qu'il y a plein de contradictions. Quand j'ai écrit mon livre sur l'islamisme, c'était dans une toute autre perspective, et c'était pour promouvoir une espèce, comment dire, une espèce de foi individuelle. C'était un peu aller contre l'islam politique, d'une certaine façon. Et je crois que madame était même effrayée par le mot déiste qu'elle avait trouvé dans ce livre, d'ailleurs. Hein? Oui, mais, ou déisme fonctionnel, etc. Mais disons qu'en 2010, j'étais dans une certaine perspective. Et puis j'ai un peu évolué, et l'affaire Guggenheim, par exemple, a joué un rôle là-dedans. J'avais un préjugé très favorable envers l'Occident. J'ai toujours un préjugé favorable envers une partie de l'Occident, la partie honnête, généreuse, ouverte, mais je suis très déçu par une partie de l'Occident. Par exemple, celle qui est très donneuse de leçons, mais qui ne prend pas la peine de s'informer, qui peut parler des Arabes, mais qui ne sait pas ce que sont les Arabes, qui veut parler de l'islam, qui ne sait pas ce que c'est que l'islam. Moi, je me souviens je ne vais pas dire leur nom, d'étrangers, d'Européens qui arrivaient à Rabat, qui donnaient des conférences en parlant du Maroc, du monde arabe, de l'islam, etc., alors qu'ils n'avaient aucune compétence pour le faire. Donc j'ai un peu évolué là-dessus et je me suis dit, il serait temps vraiment de remettre les pendules à l'heure. D'accord ? Et si on accepte un regard critique de l'Occident sur nous, exigeons d'abord que ces gens-là sachent de quoi ils parlent. Donc si quelqu'un, un occidental, commence à me parler de la psyché des Arabes, de la mentalité arabe, je vais d'abord lui dire, parle-moi un instant d'Ibn Rushd, parle-moi un instant d'Ibn Khaldoun, parle-moi un instant d'Ibn Haytham. S'il me dit qui, je dis salam alaikum, je m'en vais. Donc c'est pour ça que je fais ça. Et alors madame, vous avez dit des choses extrêmement intéressantes, mais j'ai cru comprendre que vous étiez un peu choquée par l'homodéiste ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous pouvez me dire juste très très rapidement qu'est-ce qui vous avait choqué en fait? Parce que vous avez dit quelque chose, je n'ai pas entendu. Du Le quoi? Ah, des Quakers. C'est ce que je n'avais pas compris dans votre question. Les Quakers, oui. Oui, oui. Et quelle était la question sur les Quakers? Voilà le micro. Vous en avez parlé. Oui. Et j'ai beaucoup apprécié. Oui. Parce que vous-même, vous êtes impressionné par ce groupe. Non, si vous voulez, les Quakers, il y a deux choses qui m'intéressent chez les Quakers. Ou trois. D'abord, l'idée que Richard Nixon était un Quaker, je trouve ça bizarre, mais peu importe, ça c'est anecdotique. Deuxièmement, le fait que les Quakers, que leur doctrine, alors que ce sont des chrétiens, hein, oui, que leur doctrine soit très influencée par Ibn Tufayl. Mais la plupart ne le savent même pas. Parce que l'anecdote est très bizarre. En fait, c'est quelqu'un qui était à Paris et qui a trouvé un manuscrit auquel manquaient les 2 premières pages. Il a commencé à le lire, il a dit « mais ça, c'est vraiment fantastique ». Il est rentré en Amérique, ou en Angleterre, d'ailleurs à l'époque ils n'étaient plus dans l'Angleterre, et c'est devenu l'un des livres canoniques. Mais il ne savait même pas que c'était le livre d'Ibn Tufayl. Et ce que je trouve remarquable chez les Quakers, il y a un État aux États-Unis qui s'appelle Pennsylvania. Et en fait, c'était un roi d'Angleterre, à l'époque l'Angleterre possédait l'Amérique, qui a donné à quelqu'un qui s'appelait Penn, c'est pour ça que ça s'appelle Pennsylvania, il lui a donné tout l'État. Et le Penn était un Quaker. La première chose,
que ce monsieur a pris, la première loi qu'il a prise, c'était la liberté de conscience. Et ça, je trouve extraordinaire. Donc la Pennsylvanie est née en tant qu'État américain, le premier, en ayant comme première loi la liberté de conscience. Chacun est libre d'avoir la religion qu'il veut, chacun est libre de croire ce qu'il veut, etc. Et de ce point de vue, je trouve que c'est quand même, surtout à l'époque, où on pouvait parfois pendre quelqu'un parce qu'il était d'une religion différente, je trouve que de ce point de vue, les Quakers m'ont intéressé. Voilà. J'en ai profité pour rappeler l'université Al-Azhar qui parle des 4 libertés. Quelle université, pardon? L'université de l'Azhar. Ah, l'Azhar, oui. Et Watiqa, c'est un document qui a été publié en avril 2017 qui concerne l'Égypte, mais également tout le monde musulman. Donc, madame, vous êtes en train de nous dire que l'Azhar est une université de Quakers? Non, c'est pas je ce plaisante, que je veux dire. je plaisante. J'ai fait le parallèle. J'ai fait le parallèle entre la liberté religieuse qui existe chez ce groupe et ce qui est la manière d'interpréter l'islam aujourd'hui. Parfait. Parce que le problème qui existe, c'est ce conflit et cette manière de comprendre l'islam autrement et cette déviation vers l'islamisme. Alors c'est pour cette raison-là que j'ai dû faire le parallèle. C'est un excellent parallèle. Voilà, monsieur. Merci, madame. Excellent parallèle. Merci, madame. Je suis Mohamed Abba Ousmane. Je suis expert à la direction de la culture, en charge des questions du patrimoine. J'avoue vraiment, monsieur Fouad, que je suis très admiratif de votre méthodologie. Et c'est normal, parce que je suis historien de formation et de métier. Et cela m'a rappelé l'apport important de Ibn Khaldoun à l'histoire de l'Afrique. Et cela m'a mené à réfléchir un peu la place qu'occupent les archives arabes et adjami dans la compréhension de l'histoire de l'Afrique et des relations entre le Maghreb et l'Afrique. Peut-être que cela pourrait faire l'objet d'un bon projet de recherche. Merci. Merci. Je vais revenir sur la raison, c'est là. Sur la raison qui vous a poussé à écrire ce livre. Vous dites que c'est pour convaincre les responsables en Europe de devoir intégrer les sciences et les philosophes arabes dans leur enseignement. Et ça me rappelle un peu Inkoli Jean Bofan, lorsqu'on l'a reçu à la faculté de Mnotofail il y a 2 ans, lors d'une rencontre organisée par le laboratoire d'Artis, sur la présidence de Madame Ouati. Quand on lui a posé la question pourquoi est-ce que vous vous êtes mis à écrire à un âge quand même tardif, il a cité 3 raisons. La première, qu'il a beaucoup lu. La deuxième, qu'il a appris beaucoup de courage, parce que l'écriture nécessite du courage. Et la troisième des choses, c'est lorsqu'il a fui la guerre en Belgique, il a vu que beaucoup de spécialistes de l'Afrique commencent à analyser et parler de l'Afrique alors qu'ils disaient n'importe quoi. Donc, moi, ma question, ou plutôt une réflexion, est-ce que vous ne pensez pas que le travail que vous faites, vous, en tant qu'intellectuel, en tant qu'écrivain, pour convaincre les Européens, l'Occident, de l'importance de ces scientifiques arabes, de ces philosophes arabes, est-ce que ce travail-là ne devrait pas aussi être fait intérieurement, c'est-à-dire des Arabes envers les Arabes, pour surpasser cette admiration démesurée de la culture des scientifiques occidentaux. Merci beaucoup. M'sal khair. Si Fouad, un éditeur français, a refusé de publier votre actuel livre. Il vous imposait pour cela de changer de titre. Oui. Vous avez bien sûr changé d'éditeur et pas de titre. Mais oui. Supposons que vous auriez pu changer le titre, quel est le titre que vous auriez pu donner? Bonne question. Bonne question. Là, j'ajoute une petite anecdote à propos de Jahid. Un écrivain marocain bien connu de tous les Marocains, bien sûr, Kilito, a reçu une lettre d'un homme de lettres
français, le félicitant d'avoir fabriqué un personnage, le roi Zahid. Et ça prouve que l'Occident n'ignore pas. Il fait semblant d'ignorer. Je pense que ce malentendu Occident-Orient a pour soubassement une négligence, un rejet d'une civilisation qu'on refuse de reconnaître. Et votre plaidoyer pour les Arabes est là pour défendre ce patrimoine. Oui. Merci à Fouad. Merci. Dans votre livre, vous rendez des lettres de noblesse à la civilisation arabe, un livre qui a la forme d'une thèse, vu les nombreuses lectures que vous aviez dû faire pour pouvoir enrichir votre travail. Donc, vous demandez à ce que les civilisations arabes soient enseignées en Europe, en Occident. Mais en même temps, lors de l'une de vos conférences, lorsqu'on vous a demandé pourquoi vous avez eu l'idée d'écrire ce livre, vous avez dit que nous nous trouvons entre deux feux. D'un côté, le racisme et l'ignorance, et de l'autre côté, des Arabes qui ont l'esprit borné, ou bien qui ont le fanatisme religieux. Est-ce que vous... j'aimerais bien savoir ce que vous insinuez par un esprit borné, parce que j'ai eu une confusion. Et d'un autre côté, est-ce que vous ne croyez pas que les Arabes ont le devoir d'abord d'être fidèles à cette civilisation? Parce que si vous citez Ibn Yaqdan, Ibn Khaldun, il y a plusieurs intellectuels arabes, marocains même, qui les ignorent d'ailleurs. Merci. En réalité, ce ne sont pas des questions. C'est une petite observation que je me permettrai vis-à-vis de Fouad El-Alaoui. C'est sa personnalité un peu intrigante, en fait. Alors, il vit en Occident pour leur dire « vous êtes inculte. Vous n'avez pas compris grand-chose. Vous êtes édité, alors qu'on sait pertinemment que nombreux auteurs, chercheurs arabes font tout pour contenter les éditeurs. Et Fouad El-Alaoui vient les provoquer pour leur dire, voilà, ils vantent, ils chantent aussi l'intérêt d'un monde qui est souvent décrié de manière la plus négative, etc. Donc, est-ce que cela, peut-être, cache ou cacherait, derrière ce sourire, une plénitude, ou voire probablement une assurance un peu exagérée, qui ferait que Fouad El-Alaoui soit un peu à l'encontre, et à contre-courant, surtout à contre-culture, de ces sociétés, de cette présence, de cette réalité qui fait de l'édition ce qu'elle est actuellement, et surtout ce ressentiment et cette rancœur vis-à-vis de notre monde. Alors, la dernière question, et c'est peut-être aussi une autre forme de provocation, c'est l'interchangeabilité que vous avez observée entre l'arabité et l'islam. C'est-à-dire, vous avez considéré que tout ce qui appartient à ce monde des savoirs, des lumières, depuis le 8e siècle, on va dire jusqu'au 13e siècle, 14e siècle, 13e surtout avec Safiuddin Ormawi, vous avez considéré ça comme étant le monde arabe. Et ce n'est pas peut-être une manière aussi de donner au monde arabe ce qu'il n'a pas forcément, puisque moi, ayant travaillé beaucoup sur cette période, c'est-à-dire du 8e au 13e siècle, dans ce qui concerne la musique et la poésie, je me suis rendu compte que réellement l'islam a complètement changé. C'est-à-dire la référence des sons, des chants, de la poésie, etc. Et l'islam est venu justement par la confluence que vous avez citée, Fouad El-Alaoui, pour changer d'abord la confluence qui a donné une réalité poétique et musicale autre, mais cette confluence qui a donné aussi un traitement encyclopédique de quelque chose qui était sensible et qui est devenu un système acoustique très compliqué et très complexe avec Ibn Sina, Al-Farabi, Ibn Zayla, Al-Urmawi, et c'est très important de le dire. Alors, ce choix de considérer que tout ce qui appartient à l'arabité
à partir de l'islam est quand même considéré comme étant arabe, alors que cet héritage est autrement beaucoup plus vaste. Alors, je pense qu'il y a une idée derrière, c'est-à-dire que vous assimilez l'arabe à ce qui n'est pas forcément arabe ou ce qui a évolué pour devenir dans la confluence arabo-islamique. Et dans la référence, alors poétique, rythmique, etc., tout a changé avec l'islam. D'ailleurs, ce qu'on considère actuellement tarab, par exemple, l'émoi ou la jouissance sensorielle ou la transe profane, etc., chez Gilbert Rouget, n'était pas dans la tradition purement arabe. C'est-à-dire que mais elle l'est devenue avec le système pythagoricien qui a été adopté à travers l'école udique, l'école tambourique avec Al-Farabi, Ibn Sina, plus tard aussi avec Safiuddin Urmawi dans le livre L'Adwar, et il y a eu toute une perception d'un système alors à la fois acoustique, esthétique, mathématique, exceptionnel qui était vraiment, et beaucoup plus, c'est-à-dire la vérité musulmane, c'est-à-dire ce qui était devenu le paradigme, c'est-à-dire de la culture arabo-musulmane, etc. Donc le choix d'avoir insisté, c'est-à-dire à travers bien sûr l'éloge que vous avez occasionné aux Arabes, et qui occulte un tant soit peu une autre réalité historique, est-ce que ça a été prémédité, provoqué, ou est-ce que ça a été un peu délibéré? D'accord. Alors notre ami et camarade historien a posé sur le Maroc et l'Afrique, sur les archives, etc., a posé une question effectivement extrêmement importante. C'est un domaine que je connais peu, mais s'il y a un projet de recherche, si j'ai bien compris, en explorant les archives du Maroc pour voir les liens entre le Maroc et l'Afrique, s'il y a un projet de recherche dans cette optique, je pense que ce serait un formidable projet de recherche. Et d'ailleurs, peut-être que le meilleur endroit pour le faire, c'est encore ici, à l'ICESCO. Et si jamais ce projet de recherche est mis sur pied, comptez-moi parmi vous. Je viendrai avec plaisir. En tout cas, merci. La deuxième question. Alors, sur la rencontre de Fatem Zahra, sur la rencontre Ibn Tufayl, vous avez cité un auteur, j'ai pas compris son nom. Qui c'était? Qui était venu faire une rencontre à l'université d'Ibn Tufayl? Qui? Alors, vous avez dit beaucoup de choses, mais en particulier, vous avez dit ce qu'il ne faut pas faire ce travail aussi à l'intérieur, c'est-à-dire les Arabes, vers les Arabes, etc. Oui, bien sûr. Et bien sûr. Et d'ailleurs, votre question a quelque chose à voir avec une autre question qui est, je crois, la quatrième. Quand madame s'étonnait que j'utilise le mot... Enfin, me somme de m'expliquer sur le mot borné. Que dites-vous, monsieur? Je crois qu'en réalité, je vais vous répondre à travers la quatrième question, d'accord? Quand je viendrai à madame. Alors, monsieur qui parlait du titre, entre changer de titre et changer d'éditeur, oui, c'est vrai, c'était vraiment... Vous savez d'ailleurs que très souvent, les éditeurs changent les titres et en général, on l'accepte. Moi, j'ai souvent accepté, dans le cas de mes romans, que l'éditeur me dise... On va changer le titre parce que les gens du marketing ne le trouvent pas très intéressant ou bien parce qu'il existe déjà. Je veux dire, si un jeune auteur arrive chez un éditeur et lui dit « j'ai un roman dont le titre c'est « À la recherche du temps perdu », bon, généralement l'éditeur va lui dire « c'est déjà pris ». Donc, il faut changer. Donc, il y a des raisons légitimes. Il y a des raisons légitimes de changer un titre. Et là j'ai pas de problème. Mais là, me dire que il faut changer le titre parce que plaidoyer pour les Arabes, c'est équivalent à plaidoyer pour les terroristes. Non. Là, on ne peut pas accepter ce genre de raisonnement et j'ai changé. Maintenant, quel titre? Si j'avais dû changer le titre, je ne sais pas. Peut-être que j'aurais mis plaidoyer pour ceux que vous ne voulez pas voir. Plaidoyer pour ceux que vous ne voulez pas entendre. Plaidoyer pour ces gens mystérieux dont vous ne voulez même pas prononcer le nom. C'est un titre très long. Au Moyen-Âge, on faisait des titres très longs. Mais je ne sais pas, on pourrait lancer un concours. J'ai bien aimé la remarque Sarkilito sur le gars qui le félicite d'avoir inventé un personnage de roman comme Al-Rahez. C'est bon? 2 fois. Quel honneur d'avoir... Ça me rappelle Borges qui, à un moment, se demandait qui écrivait le livre. Est-ce que c'est lui ou le personnage qui s'appelle Borges qui écrit le livre? Mais
Je crois que vous m'avez posé la question, vous m'avez dit que c'est une ignorance simulée où on fait semblant. Non, non, je vous assure, il y a une vraie ignorance du passé scientifique, philosophique, du monde musulman, arabo-musulman, etc. en Europe. C'est une vraie ignorance parce que ce livre, des amis à moi, des amis européens d'une grande honnêteté intellectuelle et des amis d'une grande valeur intellectuelle, quand ils l'ont lu, ils m'ont presque envoyé des lettres d'excuses. C'est-à-dire, ils m'ont réellement envoyé, j'ai les messages, des mails, des choses, merci Fouad, alors vraiment, je vais citer carrément, merci Fouad pour ce livre, je suis effondré par l'ampleur de mon ignorance. Je n'avais jamais entendu parler de ces gens-là, etc. Et ce sont des gens parfois qui ont 65, 70 ans, et qui ont été dans la culture, des gens qui rentrent chaque semaine dans une librairie, acheter des livres, qui vont voir les expos, qui vont voir les conférences. Mais non, il y a une vraie ignorance. Et c'est pour ça qu'il faut agir. C'était vraiment. Et cette ignorance, d'ailleurs, elle s'explique simplement. Le fond de ce que nous connaissons, c'est ce que nous avons appris à l'école, en fait. L'école, le lycée, l'université nous ont donné le soubassement de notre culture et ensuite on élabore, on ajoute, etc. Mais quand dans le soubassement, il manque quelque chose, 4 siècles de l'histoire humaine, c'est un miracle de le retrouver un jour. Donc on continue sur une lancée et on ne s'aperçoit pas qu'on a raté beaucoup de choses. D'ailleurs, je vais vous dire une chose qui n'a rien à voir ni avec l'islam ni avec les Arabes. Les Indiens, l'Inde, ils ont eu une école mathématique de grande valeur, il y a 1000 ans. Il y a eu beaucoup de mathématiciens indiens, il y a un millier d'années, qui ont écrit et qui ont produit des théorèmes extrêmement intéressants. Mais ça non plus, on ne le sait pas. Il y a aussi une ignorance de ce point de vue. Donc, pour l'ère arabo-islamique, il y a Saïd, il y a tout ce qu'on veut, etc. Pour l'Inde, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a ignoré l'école mathématique de l'Inde. Bon, il y a peut-être une espèce de européocentrisme ou quelque chose qui est en jeu ici. Bon, la question difficile, madame, qui me dit « Votre livre ressemble à une thèse, votre remarque ressemble à un reproche. » Non, je plaisante, je plaisante. Madame, je plaisante tout le temps, ne vous en faites pas. Je plaisante tout le temps. Quand vous dites on est entre deux feux, d'un côté racisme et ignorance, et de l'autre les Arabes bornés, vous me dites qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous dire exactement ce que je veux dire par là. Il n'y a pas une seule ville marocaine où il n'y a pas une Tanawiyat ibn Rushd, Jami'at ibn Tufayl, Zandqat al-Farabi. Mais est-ce que réellement on a intégré ce que ces gens ont dit, ont écrit? Je veux dire, bien sûr, pour les intellectuels ou les gens qui pensent, etc., ils savent à peu près. Mais en général, on ne sait pas ce que ces gens ont dit. On est très fiers d'avoir une Tanawiyat ibn Rushd. On est très fiers d'avoir un Mustashfa ibn Sina, etc., mais on ne sait pas ce que les gens ont vraiment dit. Et les gens qui s'expriment, certains, je ne dis pas les, il ne faut jamais dire les, LES, c'est très dangereux comme pronom, parce qu'on généralise hâtivement et c'est faux, on est dans l'erreur. Beaucoup de gens qui prennent la défense du passé arabe, du glorieux passé arabo-musulman, ils prennent la défense simplement en citant des noms. Encore une fois, les grands noms. Al-Razi, Al-Kindi, Farabi, Biruni, ils citent les noms, mais ils sont incapables de dire en quoi ces gens-là étaient intéressants, qu'est-ce qu'ils ont apporté. Parce que si ces gens-là, c'est ça que j'appelle être borné, c'est-à-dire raisonner sur des noms, défendre des noms, dire nous avons eu Ibn Khaldoun, nous avons eu Ibn Rushd, nous avons eu, mais ne pas savoir ce que ces gens ont dit. Et là on reste borné parce que monsieur parlait d'esprit critique, notre monsieur parlait d'ouverture, parce que ces gens-là sont vraiment le fond de l'esprit d'investigation, de l'esprit scientifique, de l'esprit critique. C'est ça que j'appelle nos Arabes bornés, et donc on est pris entre deux feux, entre ceux qui nous ignorent totalement et ceux qui nous défendent simplement en jetant des noms, mais jamais en disant ce que ces gens-là ont vraiment dit. Parce que ça, ce serait réellement extraordinaire si ces gens étaient capables de nous dire qu'est-ce que ces gens ont vraiment dit. Par exemple, encore une fois, l'héritage d'Ibn Tufayl est extraordinaire. Alors, attendez, je réponds. Alors, oui, je sais. L'héritage d'Ibn Tufayl est dans la salle. Ce sont les étudiants d'Ibn Tufayl. Alors, la cinquième question, en fait, j'ai beaucoup aimé la cinquième question parce que
En fait, c'était une mini-conférence qui a duré 2 minutes, mais qui était passionnante et surtout qui a révélé mon incompétence dans ce domaine. Parce que, heureusement, on apprend tout le temps, mais tout ce dont vous avez parlé, vous dites tout a changé avec l'islam, mais vous avez fait des références musicales, alors là j'ignore totalement ces références musicales, vous avez fait cette mini-conférence qui donne envie de vous entendre sur une vraie conférence. Donc, même si je ne sais pas si vos fonctions le permettent, mais moi je viens la semaine prochaine vous écouter, c'est vous qui serez là et moi je serai là, parce que ce que vous avez dit est extrêmement intéressant, mais je dois avouer mon incompétence dans ce domaine. Voilà. Merci à tous, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Fouad pour la conférence, les réponses aussi, qui étaient aussi des mini-conférences. Et merci au public d'avoir joué le jeu, on va dire. Merci à vous tous. On se donne rendez-vous. Nous avons un programme très intéressant d'invités d'ici et d'ailleurs. Donc, nous vous informerons à temps. Et voilà, donc on se donne rendez-vous dans peut-être un mois ou un mois et demi. Voilà, merci.